Bienvenue à vous à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le ministre de l'Intérieur et des Cultes. Vous êtes aussi, Monsieur Retailleau, depuis votre poste à Beauvau, le garant de la cohésion nationale. On a vu hier une ambiance très tendue à l'Assemblée nationale au sujet du meurtre d'Aboubacar Cissé dans une mosquée du Gard. Des rassemblements également un peu partout en France se multiplient sous la bannière de la lutte contre ce qui est dénoncé par certains comme étant de l'islamophobie. Je mets ce mot entre guillemets. Un ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, avait prophétisé que nous risquions de vivre face à face et non plus côte à côte. Est-ce que nous sommes en train, malheureusement, de vivre ce basculement aujourd'hui ? C'est le risque. C'est tout le risque. Et moi, je me bats contre cette menace-là. Je me bats politiquement. Je me bats politiquement parce que je vois bien qu'aujourd'hui, en France, un parti qui dispose d'un groupe important à l'Assemblée nationale, ce sont les Insoumis, ont un autre objectif. Ils ne veulent pas l'unité française, l'unité nationale. Ils veulent fracturer la société française. Ils veulent hystériser, violenter le débat public. Ils veulent faire du communautarisme pour essayer de draguer le vote musulman. C'est terrible. Et justement, ces menées-là sont extrêmement graves dans une société qui déjà est archipélisée, déjà elle est divisée. Et on a besoin plus que jamais d'unité. Et cette unité, elle s'adresse à tous ceux qui sont français. Et vous le savez, on n'est pas français à raison de sa couleur de sa peau, de sa religion, de ses origines sociales. On est français parce qu'on aime la France. Il y a une place pour chacun. Et moi, je me bats justement pour qu'il y ait cette laïcité qui permette à chacun, croyant ou pas, soit de professer sa foi ou soit de ne pas croire du tout. Mais ça, c'est fondamental parce que c'est notre identité nationale et française. Sinon, il y a ce risque de basculement et que la prophétie de l'ancien ministre de l'Intérieur, malheureusement, se réalise. Mais bien sûr, parce que bien sûr que cette société archipélisée, cette société alvéolaire, cette société communautarisée, c'est-à-dire une société en pièces détachées où on adjoindrait des communautés en fonction de leur profession, en fonction de leur couleur de peau. Ça, c'est le grand risque. Ça, c'est le grand risque anglo-saxon. Moi, je suis profondément français et je suis républicain. Le modèle républicain, c'est un modèle où il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Chacun a sa singularité, mais par-delà la singularité, dans l'espace public, dans l'ordre public républicain, on est tous égaux, mais on laisse de côté précisément ces particularités. Nous en parlerons. Vous prenez l'exemple, ou plutôt le contre-modèle anglo-saxon avec une société multiculturelle. D'ailleurs, à ce sujet, Monsieur Retailleau, une société multiculturelle, c'est forcément une société multiconflictuelle pour vous ? Je le pense. Je pense qu'une société multiculturelle est une société où les tensions s'attisent parce qu'il n'y a rien de commun. Le commun est un commun qui se réfugie justement dans des alvéoles. Et le modèle républicain, c'est un commun qui dépasse justement les clivages qui peuvent être, encore une fois, des clivages sociaux, des clivages religieux, des clivages politiques. C'est ce qui est beau dans le modèle républicain français. Bien entendu, à la base, il y a la laïcité. Et c'est ce que vous avez défendu hier à l'Assemblée nationale. Et toute la question est de savoir, et elle semble certainement aux yeux de nos téléspectateurs et auditeurs très importante, est-ce que vous êtes un rassembleur ou un diviseur ? Aux yeux de la France insoumise, vous portez, Bruno Retailleau, une responsabilité morale. Ils l'ont sous-entendu ainsi dans le crime terrible de la mosquée du Gard. Que cherche selon vous précisément Jean-Luc Mélenchon en vous désignant nommément ? Jean-Luc Mélenchon, d'abord qu'il me désigne nommément, que les Insoumis m'attaquent, j'en fais plutôt un titre de gloire, voyez. Pour moi, ce sont des boussoles inversées. C'est-à-dire que quand il montre le nord, en réalité, c'est l'inverse. Ce qu'il cherche, lui, c'est à ramasser, à picorer quelques voix dans l'électorat musulman. En réalité, ils desservent la cause qu'ils sont censés de servir, puisqu'ils mettent à part, ils souhaitent mettre à part justement cette communauté-là. On l'a bien vu d'ailleurs, puisque depuis le 7 octobre 2023, depuis les événements terroristes en Israël, l'extrême gauche française n'a cessé que d'essayer de provoquer dans les banlieues, dans les quartiers, un certain nombre de manifestations, pensant que on pouvait importer sur le territoire français ces violences-là. Ils n'y sont pas parvenus. Donc ça ne fonctionne pas. Mais ce que je dis, moi, c'est que ces gens-là veulent fracturer la société française. Ils abîment la France par ce communautarisme-là. C'est un contresens. Je viens de l'expliquer. La République, la France, ça n'est pas le communautarisme. Quand, par exemple, un de leurs membres qui, dimanche soir, à la manifestation, voulait en appeler à des milices privées, insulte la justice,
Collaborateur parlementaire de LFI. Vous avez saisi la justice? J'ai saisi la justice. Cet individu qui est donc attaché parlementaire d'une députée LFI, aujourd'hui il est convoqué par la police, puisque il y a quelques jours le préfet de police a fait un signalement à l'autorité judiciaire, puisque pour ne pas le nommer, il s'appelle Monsieur Rich Thibault, avait indiqué avec des propos publics qu'il fallait contourner, déborder le dispositif policier du 1er mai. Et il sera peut-être demain, d'ailleurs, au rassemblement du 1er mai, parce que la célérité de la justice ne correspond pas au tempo politique. Bien sûr, mais regardez les insoumis. Donc, ils communautarisent. Ils tiennent des propos qui sont des propos séditieux. Ils chassent un député, Jérôme Guedj, à raison de son appartenance à un parti qu'il désigne, le PS, Parti Socialiste, qu'il désigne comme sioniste, avec des relents, évidemment, d'antisémitisme. J'entends. Et certains estiment, malgré tout, que peut-être que vous portez vous prêtez le flanc à de telles attaques extrêmement virulentes. Bruno Retailleau, par exemple, au sujet de la famille Cissé, qui s'est exprimée hier à l'Assemblée, à l'invitation de la gauche, et il vous est notamment reproché d'avoir refusé de les recevoir. Alors vous avez... Mensonge. Cette conférence de presse était une récupération, une instrumentalisation. C'est un mensonge éhonté. Vous n'avez jamais refusé de le recevoir? Jamais. D'abord, ils n'ont pas demandé la demande qui m'a été faite. Et je les recevrai prochainement. C'est le Haut Conseil malien, un organe de représentation de la communauté malienne sur le sol français. J'avais demandé, moi, dès dimanche, au préfet de s'enquérir pour savoir si Aboubacar Cissé disposait d'une famille. Il a rencontré d'ailleurs son oncle hier soir à 18h. Ils savent que je suis disposé à les rencontrer. Mais que des hommes et des femmes politiques produisent de tels mensonges. Mais que disent les médias? Pourquoi est-ce que les médias ne font pas des enquêtes? Vous imaginez un homme, une femme de droite qui ferait ce genre de choses? Alors tout le monde lui tomberait sur la tête. Et parce qu'on a des gens qui sont de l'extrême gauche ou de l'écologie, c'était le cas de Madame Tondelier, on les laisse mentir impunément. Vous avez démenti, vous n'avez donc jamais refusé évidemment de les recevoir. Pourquoi vous ne les avez pas reçus, j'allais dire, avant cette polémique? Pourquoi quelques jours après, tout simplement recevoir une famille endeuillée comme d'autres? Aboubacar Cissé était en situation irrégulière, donc c'est difficile de retrouver la famille. Nous l'avons retrouvé, sa famille est... en Afrique d'ailleurs. Ses deux parents d'ailleurs sont dans 2 pays africains d'Afrique noire. C'était difficile. Certains se disaient les cousins, d'autres frères, d'autres oncles. Là, je pense qu'on est sur la bonne piste. Mais quand on est ministre de l'Intérieur, on doit recevoir la famille, vraiment la famille autorisée, la famille juridiquement avérée, voyez. D'ailleurs, hier, à cette conférence de presse, de quoi la présence d'Assa Traoré était-elle le symbole, selon vous? Elle est venue accompagner plus largement, il y avait des élus de gauche, il y avait des élus socialistes, écologistes et insoumis. La famille et l'oncle, en l'occurrence, d'Aboubacar. La présence de Madame Traoré est, pour moi, le signe de cette récupération, de cette instrumentalisation à des fins politiciennes. Vous vous rendez compte? On a un mort, Aboubacar Cissé. Il priait son Dieu dans une mosquée, le jour de la grande prière. Il se fait assassiner de la façon la plus barbare, avec des dizaines de coups de couteau. Vous vous rendez compte de cette douleur et ces gens-là qui instrumentalisent? Et c'est moi qu'on accuse? Franchement, je suis absolument indigné. Honte à ces gens-là. Je l'ai dit en face, à l'Assemblée nationale, ce que j'en pensais. Et croyez-moi, jamais ils me feront taire. Ils cherchent à m'intimider. Cette conférence de presse, à quelques heures des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, n'avait d'autres objets aussi, de m'attaquer à nouveau, de m'agresser. Et je tiendrai debout. Parce que derrière moi, il y a des Français. Ils sont nombreux. Voilà. On entend votre colère et aussi votre détermination. On va continuer à l'interroger, Bruno Retailleau. Il y a eu aussi une minute de silence hier à la mémoire de la victime. La présidente de l'Assemblée nationale en a décidé ainsi après une polémique et des pressions, là encore. Et pour toutes les autres victimes, est-ce qu'il va y avoir une minute de silence? Et d'ailleurs, cette minute risque de durer des heures, eu égard au nombre de victimes dans notre pays. 3 homicides par jour. Les conditions de cet homicide-là étaient particulières, je viens de le dire. Dans une mosquée, dans un lieu de recueillement, dans un lieu de prière, dans un lieu où les fidèles cherchent la paix. Donc il y a des conditions particulières. Je suis membre du gouvernement, il ne m'appartient pas, moi, de commenter une décision qui a été prise par la présidente de l'Assemblée nationale. Je remarque juste que dans le discours qu'elle a tenu, elle a beaucoup parlé d'unité nationale et je pense que c'était des mots qui étaient des mots justes. L'unité nationale est au cœur de ce débat. On poursuit notre entretien sur CNews et Europe 1. Bruno Retailleau, Jean-Luc Mélenchon a été vu place de la République, les yeux rougis, embué de larmes, face à une citoyenne française de confession musulmane qui lui a dit sa peur d'être musulmane en France. D'abord,
a-t-elle raison? Et 2, que lui auriez-vous dit à la place de M. Mélenchon? Je crains qu'il y ait des arrière-pensées électoralistes derrière les larmes de M. Mélenchon. Simplement qu'il y ait une crainte aujourd'hui d'un certain nombre de nos compatriotes musulmans, je peux l'entendre. Je peux l'entendre parce que les actes anti-religieux sont bien présents. 173 actes anti-musulmans en 2024, 1500 et quelques actes antisémites, 700 actes anti-chrétiens. Donc on est dans une société qui est totalement ensauvagée. Et on ne peut pas relier deux crimes épouvantables parce qu'ils sont très très différents. Mais ce qui s'est passé à Nantes, où une jeune fille, une adolescente, trouve la mort, là encore avec des dizaines de coups de couteau, par un individu qui avait un profil psychiatrique effectivement particulier, mais dans un lieu qui est un lieu de vie, qui est un lieu, là encore, d'éducation, qui devient un lieu d'ensauvagement. Oui, qui était autrefois un sanctuaire. Oui. Qui était autrefois un sanctuaire. Et vous utilisez le mot de sanctuaire, vous qui avez fait un livre sur le sacré, l'école un sanctuaire, la mosquée un sanctuaire. Vous vous rendez compte de cet ensauvagement. Donc j'y vois aussi... j'entendais un éditorialiste ce matin sur votre antenne parler du narcotrafic en décrivant une société qui était déboussolée, une société qui était totalement détraquée, où il y a cette hyper-violence. Donc, bien sûr, il faut ne rien laisser passer. Mais je ne peux pas, en tant qu'homme politique, si on veut traiter les choses, bien sûr, il y a la police, bien sûr, la gendarmerie. Et croyez-moi, ils font un travail extraordinaire. Si, en quelques heures, on a pu pister jusqu'en Italie, croyez-moi, c'est qu'on y avait mis des moyens, l'assassin de M. Aboubacar. Et pareil, l'autre jour, vous vous rendez compte, en 15 jours, avec ce qui s'est passé, les agressions contre les agents de la pénitentiaire, en 15 jours, on a fait un énorme coup de filet. Certes, donc on a des forces de l'ordre qui sont extraordinaires. Monsieur le ministre de l'Intérieur, où il faut protéger des lieux de culte, où il faut protéger des agents pénitentiaires et il faut surveiller les écoles. C'est terrible. C'est une hyperviolence, et une hyperviolence qui touche de plus en plus des très jeunes. En 2024, j'étais effrayé quand j'ai reçu ces chiffres, cette statistique. On a plus de 135% d'augmentation des tentatives d'homicide pour les 16-17 ans. Il y en avait 126 il y a quelques années et il y en a aujourd'hui quasiment 300 en 2024. Qu'est-ce que ça signifie d'une société qui a déconstruit ses cadres ? Bien sûr qu'il y a des problèmes psychologiques, il peut y en avoir, mais on sait bien aussi que quand les cadres sont déconstruits, quand il n'y a plus de tabous, d'interdits, quand on a voulu déconstruire l'autorité, les hiérarchies, des jeunes grandissent, ils peuvent avoir une fragilité, et ces fragilités psychologiques, l'absence de ces cadres les augmente en réalité. Et je pense qu'il faudra traiter les causes, reconstruire cette autorité, ces hiérarchies. Mais le travail de la reconstruction va être très long. Là, nous sommes dans un contexte bouillant, chaud bouillant, et avec... quand même une menace demain, des rassemblements également le premier. Vous parlez de cette hyperviolence qui parfois se retrouve également dans les cortèges face à nos forces de l'ordre. Selon les informations d'Europe 1, 150 rassemblements vont être organisés partout en France. Entre 100 000 et 150 000 manifestants, Monsieur Retailleau, sont attendus sur l'ensemble du territoire. 15 000 à Paris, la capitale où les autorités redoutent des débordements avec la présence, malheureusement, encore et toujours de Black Blocs venus de toute l'Europe. Vous confirmez cette crainte aujourd'hui? Je confirme, j'ai fait le point tôt ce matin avec Laurent Nunez, qui est le préfet de police de Paris, que je veux saluer d'ailleurs parce qu'il a une très grande expertise en matière de maintien de l'ordre. On ne tolérera rien. Nous ferons des contrôles aléatoires, en profondeur, pas seulement sur Paris, mais sur la couronne parisienne. On fouillera, etc. Dès ce soir, nous allons nous mobiliser parce qu'on sait très bien que les Black Blocs essaient d'installer un certain nombre d'objets qui sont des armes par destination, ils les camouflent, etc. Et demain, on ne tolérera rien. À la moindre violence, à la moindre dégradation, nous interviendrons de façon la plus ferme. Le 1er mai, c'est un point important. Chacun a le droit de manifester et on doit manifester tranquillement. J'avais porté à l'époque, il y a quelques années, un texte de loi, qui est désormais une loi, contre les Black Blocs, contre la dissimulation justement du visage. Donc oui, c'est une société violente. On monte au créneau avec des forces de l'ordre qui montrent un courage au quotidien, mais je dis en tant que... Dans les ordres demain, les consignes, c'est de ne rien laisser passer aussi, pour reprendre votre expression, quitte à ce qu'il y ait non, mais des moments très tendus. Mais la tension, c'est pas nous qui l'installons. Quand des manifestants veulent détourner une manifestation,
la tranquillité. Il y a des manifestants qui sont pacifiques. Nous, on est là pour faire en sorte que ces cortèges-là se déroulent tranquillement. Simplement, quand il y a des écarts, quand on s'en prend à des policiers, à des gendarmes, quand on s'en prend à des magasins, quand on s'en prend à d'autres manifestants, alors oui, on ne doit pas laisser passer. C'est le rôle de l'État. Simplement, je dis, moi, en tant qu'homme politique, qu'on est attaché beaucoup trop court au piquet de l'instant et que si demain on veut traiter correctement les choses, il va falloir toucher les causes, remédier les causes. Nous parlerons de l'avenir. Oui. Comment justement engager ce travail de reconstruction. Dans l'actualité, Bruno Retailleau, vous avez annoncé et confirmé hier la procédure qui doit mener à la dissolution, puisqu'on parlait d'éventuels troubles demain, de la jeune garde dite antifasciste. C'est une procédure contradictoire qui est engagée. Ces militants d'ultra-gauche, je cite, patrouillent dans les rues à la recherche d'opposants idéologiques, constatent une source du renseignement. J'imagine que si vous engagez une telle procédure, c'est que vous avez des éléments solides, tangibles pour réclamer une telle dissolution qui n'est jamais facile. Bien sûr. Il a fallu plusieurs mois d'ailleurs pour constituer un dossier. Hier, nous avons donc engagé dans la procédure le contradictoire, puisqu'il y a des règles de droit, donc il y a une procédure contradictoire qui va durer sans doute 10 jours ou 15 jours, et qui, j'espère, mènera à la dissolution de cette association. Je vous rappelle que dans cette association, plusieurs de ses membres sont mis en cause par la justice, notamment pour des violences, y compris vis-à-vis d'un jeune adolescent juif parce qu'il appartenait à la Ligue de défense juive. C'est intolérable. Je veux dire là encore que l'un des porte-parole, des fondateurs, des cofondateurs, c'est quand même un député insoumis, c'est monsieur Arnaud, c'est quand même grave. Et je procéderai aussi par ailleurs à la dissolution, en tout cas à la mise en cause et à la procédure contradictoire pour 2 autres groupes, Urgence Palestine et puis un autre groupe moins connu, Lyon Populaire, plutôt de l'ultra-droite celui-ci. Urgence Palestine, dont les dirigeants ont d'ores et déjà réagi hier, puisqu'ils ont sur Facebook montré ce courrier dans lequel effectivement vous prononcez, en tous les cas, vous actez, vous confirmez de cette dissolution. Comment faire en sorte, Bruno Retailleau, que dans notre pays, dissoudre un collectif intitulé Urgence Palestine ne passe pas pour certains comme une volonté d'étouffer la voix de ceux qui soutiennent les Palestiniens, ce qui est quand même légitime dans notre pays. Comment faire, Bruno Retailleau, pour que dans notre pays, lutter contre l'islamisme ne passe pas comme étant, aux yeux de certains, là encore, une attaque permanente à l'égard de Français musulmans qui vivent de manière tout à fait républicaine leur foi dans ce pays? Comment ? C'est votre chemin de crête. C'est mon chemin de crête. Comment le chemin est difficile, sans doute. Mais d'abord, ne pas défigurer la cause des Palestiniens, la cause juste des Palestiniens. Comment ne pas défigurer, là encore, la foi, qui est une foi parfaitement compatible avec les principes de la République, que professent beaucoup de nos compatriotes. L'islam compatible musulmans. Avec la République. Je dis que la foi d'un certain nombre, bien entendu, que nos compatriotes musulmans professent une foi, exercent une foi, qui sont parfaitement compatibles avec les principes et les valeurs de la République. C'est justement en tapant les islamistes. L'islamisme, c'est une idéologie qui essaie d'instrumentaliser une religion. Donc, il y a une défiguration de la foi. C'est ce que je dis. L'islamisme, c'est une idéologie. En réalité, il faut taper l'islamisme pour pouvoir protéger nos compatriotes musulmans. Et moi, je leur dis que je me bats parce que le principe de la laïcité, je suis ministre des cultes, pour qu'ils puissent évidemment croire, ça c'est la liberté de conscience, mais en même temps avoir la liberté de pratiquer leur foi comme ils l'entendent, pour peu qu'elle, bien entendu, qu'elle ne contredise pas les principes républicains. Discours équilibré tenu ce matin et vous n'avez aucun regret sur une prise de parole. Je veux vraiment citer in extenso, comme on dit, la phrase, puisque vous étiez en réunion publique quand vous avez dit cette phrase qui démarre par « Vive le sport » et donc à bas le voile. On oublie cette première partie, malgré tout. Non, faut pas. Non, est-ce malheureux? Non, moi au Sénat, j'étais co-auteur d'ailleurs d'un texte qui a été voté au Sénat pour proscrire les signes ostentatoires, notamment religieux, et le voile dans le sport, dans les compétitions sportives fédérales. Et ça, je signe et je l'assume. Voilà. Et j'entendais d'ailleurs un grand responsable politique, il y a quelques jours, un grand responsable du culte musulman, pour dire que le voile n'avait pas sa place en France. C'est pas moi qui le dis. Il y a un débat. C'est le recteur de la grande mosquée de Paris. Oui. Il y a un débat. Pour moi, le voile, ça n'est pas le marqueur de la liberté. Le voile, c'est pour moi le marqueur plutôt de la soumission. Le dire ainsi est une chose. Non, mais dire le voile est c'était des propos, c'était d'un propos, si j'ose dire, dans un meeting politique. Et ça n'était pas le voile partout. C'était dans le sport, dans les compétitions sportives. Écoutez, on a tous oublié les grandes leçons de l'olympisme. On a tous communié dans un même élan. Vous voyez, c'était il y a quelques mois. C'était une formidable réussite planétaire. Or, la charte de l'olympisme
article 50, proscrit les signes ostentatoires. Parce que le sport, c'est plus que le sport. Parce que le sport, c'est un cadre commun. Là encore, une sorte de petite république qu'il faut préserver et où les signes ostentatoires, notamment politiques et religieux, n'ont pas leur place. Il y a aujourd'hui des frères musulmans. Il y a une volonté subversive de ces islamistes, précisément, d'utiliser la religion et d'utiliser le voile comme un étendard de valeurs anti-républicaines. Ce que vous dites dans ce manifeste, je le montre à nos téléspectateurs et je le dis à nos auditeurs d'Europe 1, intitulé « Ne rien céder, manifeste contre l'islamisme », publié aujourd'hui même aux éditions de l'Observatoire. Et ce livre, Bruno Retailleau va rejoindre... Ce n'est pas un livre, hein, c'est plutôt un manifeste, un discours qui est tiré effectivement d'une conférence que j'ai donnée à la Chambre des Lords. J'avais été invité par un grand think tank conservateur britannique. Léger, rapide à lire, mais fort si je puis dire, dans la manière de présenter la menace qui est la nôtre. Ce livre qui va rejoindre ce qui sera révélé dans le fameux rapport qui va être bientôt déclassifié avec des noms, dit-on. Il ne sera pas déclassifié avec les noms. C'est justement pour le déclassifier, il faut qu'on l'expurge d'un certain nombre de noms, de renseignements qui ne peuvent pas être mis. J'imagine avec des données et des domaines. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un domaine qui est épargné par l'entrisme ou par le frérisme ou par le grignotage des frères musulmans? En tout cas, il y a une volonté d'entrisme, donc, à bas bruit. C'est partout ? Un peu partout, dans des lieux de culte, faire en sorte de prendre position, de prendre la main sur des mosquées, sur social, le sport, les médias, les associations, le politique, entrisme il faudra y faire très attention, notamment dans les listes aux élections municipales. Et le rapport parle de menées subversives, anti-républicaines, avec une grande difficulté. Par rapport à d'autres groupuscules islamistes, c'est que les frères musulmans ont conçu d'ailleurs la matrice politique de cet islamisme, précisément politique. Ils ont un discours à bas bruit et ils ont un discours en réalité où ils dissimulent beaucoup. Un discours très très lisse, où ils vont vous dire, voilà, c'est la liberté de porter le voile à l'école, de porter le voile, voilà, très bien, dans l'espace public. Ils se nichent dans nos faiblesses, c'est ce que vous dites. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre qu'on ne sait déjà? La dangerosité. Qui ne la réalise pas? Qui ne la réalise pas. Il y a une énorme naïveté. Pas chez les Français. Je pense que beaucoup de Français ont du bon sens, mais je pense que dans la classe politique, je le vois bien, dans la classe médiatique, dans un certain nombre de couches de la société française, on néglige par principe de liberté. Et c'est ce qui est terrible avec les frères musulmans, c'est qu'ils utilisent notre principe démocratique de la liberté pour le retourner contre le principe républicain. Comme on retourne un gant. Et ils parlent la langue de la liberté contre la liberté. Ils parlent la langue de la tolérance contre la tolérance. Voilà, je pense que les choses sont claires. J'ai voulu le dénoncer. N'oublions pas quand même que l'islamisme politique a fait des morts en France. 274. Un écrivain, il y a quelques années, il y a 2 ans, a écrit un texte sur la guerre civile qui, selon lui, viendrait en France. Il parle d'un contexte de guerre larvée et il disait ceci: la lutte contre l'islamisme sera nécessairement violente, il y aura des affrontements. Cet écrivain, c'est Boualem Sansal. Bien sûr, quelqu'un écrit aussi, c'est Salman Rushdie, il y connaît bien, c'est sa peau. Le Parlement qui a définitivement adopté hier, Bruno Retailleau, la loi narcotrafic, régime de détention strict, parquet national anticriminalité organisée, anonymisation très importante des agents pénitentiaires. Il y a tout un dispositif très large. Et la question, est-ce que enfin, avec cette loi, vous aurez les moyens de vos ambitions? En tout cas, c'est une loi qui va tout changer. J'en suis assez fier parce que c'est moi qui avais lancé, quand j'étais président du groupe au Sénat, la commission d'enquête. À partir de cette commission d'enquête, de ses conclusions, les sénateurs de droite et de gauche ont finalement fait une proposition de loi qui aboutit au vote d'hier. Il n'y a qu'un groupe d'ailleurs qui n'a pas voté, comme vous le savez, qui a voté contre même. Ce sont les Insoumis. C'est l'économie de la norme. Pourquoi? Vous diriez quand même que c'est par volonté de défendre le droit des narcotrafiquants? En tout cas, ils se sont fait complices. Ils ont tenté... La France insoumise complice des narcotrafics. Ils ont fait complice de cette économie de la mort. Ils ont tenté, article après article, de déconstruire le texte. C'est un texte fondamental parce que l'État en va tout transformer. Aujourd'hui, on ne lutte pas à armes égales. Dieu sait si les saisies n'ont jamais été aussi importantes. Mais il y a un déferlement de poudre blanche, partout d'ailleurs dans le monde, mais aussi en France. On aura une nouvelle organisation de l'État. Bientôt, on a non seulement un parquet national dédié, comme pour le terrorisme, mais on aura un état-major qui va rassembler, tout près d'ici, sur un même plateau, tous les services de renseignement, tous les services d'enquête, parce que l'État est cloisonné. Or,
on a des réseaux, des mafias qui sont non pas cloisonnés, structurés, qui nous attaquent, qui attaquent nos prisons, nos agents pénitentiaires. Alors, vaste coup de filet qui se poursuit avec encore une interpellation hier. Est-ce qu'il est possible de faire un lien maintenant très concrètement, d'abord avec les narcotrafics, mais en particulier avec la DZ Mafia, Bruno Retailleau? Bien sûr, je l'ai fait dès le départ avec ce que j'appelais les narco-racailles, parce que je ne savais pas exactement quel était le niveau d'influence dans ces réseaux-là. Mais vous voyez, cette riposte des narco-racailles, des narcotrafiquants, ça veut bien dire qu'on les dérange. Très bien, mais enfin, ça veut bien dire que la loi, ça veut bien dire... Ministre, oui. Ils sont quand même arrivés à attaquer des prisons, à cibler des agents pénitentiaires, donc ils sont capables de riposter à un niveau quand même très élevé. Je ne sais pas si c'est rassurant 15 jours de se dire que c'est parce que vous employez... Moins de 15 jours après, il y avait le coup de filet. Je l'ai dit, comme je l'avais dit à Amra, ça prendra le temps qu'il faudra. Ça a pris beaucoup plus de temps pour Amra. Là, ça a pris moins de 2 semaines. Et on les a eus, ils sont interpellés et ils vont en répondre devant la justice. Et parmi ceux-là, comme par hasard, puisqu'il n'y avait pas que des petites mains, il y avait aussi des commanditaires, des donneurs d'ordre, il y en avait quelques-uns qui étaient en prison. Donc Gérald Darmanin a raison de vouloir les isoler. Et qui ont dû passer l'ordre avec des téléphones portables. Mais bien sûr, ce qui est un scandale. Et à juste titre, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a raison, bien entendu, de vouloir avoir dans 2 prisons, l'une dans le Pas-de-Calais et l'autre dans l'Orne, qui seront des régimes très durs d'isolation, il le faut. D'ailleurs, une parenthèse sur le fait que les détenus payent leurs frais d'incarcération. En quoi c'est pas de la communication, même si, évidemment, présenter ainsi, c'est du bon sens pour beaucoup de Français. J'applaudis à deux mains, voilà. Bien. Bon. J'applaudis à deux mains et je dis, Gérald, ne te décourage pas. Il doit vous dire la même chose. Ministère de l'Intérieur et ministère de la Justice sont main dans la main. Malgré cela, malgré ces avancées... C'est important parce que ça n'a pas toujours été le cas. N'est-ce pas? Malgré cela et malgré ces avancées, hier, à votre place, Jordan Bardella ne trouvait aucune grâce à ce que vous faites. Il a même parlé des heures sombres avec vous de l'UMP. Loi narcotrafic, ça va pas assez loin. L'immigration, aucune maîtrise de votre part. Et la lutte contre l'islamisme, là encore, il ne voit pas votre autorité. Narcotrafic. Que lui répondez-vous? Le narcotrafic, son groupe, heureusement, l'a voté. Parce que, j'ai dit la nouvelle organisation de l'État, mais on va avoir des nouveaux pouvoirs pour les techniques de renseignement, pour protéger justement ceux qui font du renseignement. On va donner au préfet, vous vous rendez compte, le pouvoir de se substituer dans les logements sociaux aux bailleurs pour pouvoir expulser plus facilement les narco-racailles des logements sociaux. Ça, c'est important parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de maires qui vous écoutent. On sait très honnêtement la complexité pour l'expulsion des délinquants et souvent de trafiquants des logements sociaux. Ouais. Ça va être parce que c'est généralement la justice. Bien sûr, mais c'est les bailleurs. Il y a c'est l'économie de la mort, mais c'est aussi l'économie de la peur. Le narcotrafic et la criminalité organisée et un certain nombre de bailleurs sociaux, publics ou privés ont peur. Donc ce sera le préfet qui se substituera à eux sur les procédures d'expulsion. Qu'est-ce que ça va changer? Et ce sera le préfet qui va pouvoir fermer plus facilement des commerces qui sont des blanchisseuses. Donc vous donnez, consigne au préfet d'être extrêmement ferme ce matin? Bien sûr, parce que le logement social, j'avais un préfet des Hauts-de-Seine, c'était hier, qui n'a pas d'ailleurs attendu la loi. Alors là, c'était sur autre chose. Il se base sur une convention, c'est autre chose. Oui, mais c'est des étrangers en situation irrégulière qui n'ont pas à occuper des logements sociaux. Les Français n'arrivent pas à se loger. Voilà, donc il faut y mettre aussi bon ordre. Donc, Monsieur Bardella, il parle, mais moi j'agis. Voilà. Et on a déjà un certain nombre... Alors que lui vous reproche de parler. Mais écoutez, on a un certain nombre de résultats. Les expulsions ministérielles, les expulsions préfectorales ont augmenté depuis que je suis là de 152%. Les saisies de drogue de plus de 200%. On a diminué les régularisations de 20%, etc. Alors, je sais, c'est pas facile. Vous savez, quand je suis entré dans ce gouvernement, j'ai hésité. Si on m'avait dit un jour que je serais dans un gouvernement... Vous avez hésité ? Mais bien sûr, puisque... on n'avait pas la majorité, on n'a pas gagné les élections législatives. Ça ne nous a pas échappé. Mais simplement, je suis rentré au gouvernement, je savais que le problème est que nous n'avons pas la majorité. Il n'y a pas de majorité même d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Donc les conditions sont très difficiles politiquement. Mais si on a accepté cette tâche-là, c'est qu'on aime la France. Moi j'aime mon pays et je ne voulais pas qu'Emmanuel Macron donne les clés de la France à la gauche mélenchonisée. Parce que si la droite française avait dit non, quel était le choix du président de la République ? C'était de se tourner vers M. Mélenchon, vers les Insoumis, qui dominaient à l'époque encore plus. Et heureusement, je vois d'ailleurs avec une certaine forme de considération que le Parti socialiste essaie de s'extirper des griffes de justement, ces peut-être grâce à la proportionnelle, mais vous êtes contre.
Oui, je suis contre. Alors, quelle est la cohérence? Est-ce qu'on les aide? Je vais vous l'expliquer. La cohérence, je viens de vous dire que l'action politique est entravée quand il n'y a pas de majorité. Eh bien, avec la proportionnelle, c'est le plus sûr moyen de ne pas donner à la France, à la République française, une majorité. Ce qui est aujourd'hui temporaire, conjoncturel, deviendrait structurel. Voilà. Et j'ajoute d'ailleurs que les quelques éléments qui m'ont déjà été transmis en matière de simulation, le grand gagnant d'ailleurs de cette réforme électorale, ce sera le bloc du Rassemblement national. Je pense que c'est peut-être la volonté, en tous les cas, la manière avec laquelle pense M. Bayrou pour ménager le RN. Je pense que non, je pense que c'est. J'en ai souvent parlé avec lui. Je pense que c'est chez lui une conviction sincère. Il est vrai qu'il très franchement dans la durée. Hein, donc deux questions pour terminer, très politiques. Monsieur Retailleau, la compétition entre vous et Laurent Wauquiez, c'est un peu comme un match de boxe en ce moment où l'un des boxeurs tente de donner des coups et l'autre le regarde sans réagir. Vous estimez que vous n'avez même pas besoin de combattre pour la présidentielle LR? Si, moi je me suis engagé dans une compétition, mais j'ai promis à nos militants, à nos adhérents et même à nos sympathisants de ne jamais répondre. Donc j'entends ces attaques-là, elles sont quotidiennes, matin, midi et soir, mais je me suis promis de ne lâcher de mes lèvres aucune petite phrase, parce que ces déchirures ont beaucoup abîmé notre famille politique. Dans 15 jours, la compétition, elle sera terminée, donc ne commettons pas l'irréparable. Ça nous abîme nous-mêmes, ça nous rapetisse, je pense. Et c'est pas ce que veulent les Français, c'est pas ce que veulent non plus nos militants. Faut essayer de prendre un peu de hauteur. Lui aussi, pardonnez-moi, est adepte de boxe. Il est déjà candidat en vue de 2027. Vous voyez de qui je veux parler. Édouard Philippe, ses proches rêvent d'un ticket avec vous. La droite aurait alors trouvé son ticket gagnant. Édouard Philippe à l'Élysée, Bruno Retailleau à Matignon, ça vous fait rêver? Non. Je rêve, moi, dans la reconstitution d'un clivage droite-gauche, où on ait un clivage qui soit très clair, beaucoup plus apaisant du point de vue démocratique, parce que je pense que la tripartition actuelle est pas bonne. C'est le fait minoritaire dans la 5e qui est fait pour, au contraire, le fait majoritaire, et c'est pas bon pour la démocratie, parce que quand vous avez ces trois blocs, l'alternance, parce que la démocratie c'est la possibilité d'alternance, ça n'est qu'une alternance radicale, à droite ou à gauche. Donc moi je souhaite vraiment qu'il y ait quelque chose de clair. On le voit bien. Si on veut mélanger des sociodémocrates, des conservateurs, des libéraux, on n'aboutit à rien. C'est une soupe qui ne prend pas. Ticket. On n'aboutit à rien, c'est parce qu'on est dans l'en même temps, finalement. Et si on veut demain réformer la France, ce sera avec des idées claires. Et justement, demain, comment l'homme du moment, pour finir vraiment en un mot, peut devenir l'homme de l'avenir de demain que vous êtes? Vous parlez de qui? De vous-même. Ah mais moi je suis colline après colline et je me bats dans une compétition interne. Je n'ai aucune obsession pour la présidentielle qui a par ailleurs beaucoup abîmé ma famille politique. On a toujours pensé qu'il suffisait de se trouver un homme providentiel, un chef, et on arrêtait de penser. Moi, ce que je propose, c'est de faire l'inverse. C'est qu'on rebâtisse un grand parti moderne, patriote, militant de la France et populaire, et qu'on propose aux Français des idées nouvelles. Il faut qu'on imagine, il faut qu'on arrête de radoter des vieilles idées et qu'on propose enfin un projet de société. Et alors là, vous verrez, on est capable de convaincre bien au-delà de nous-mêmes, parce que je suis certain que nous représentons ce que je pourrais appeler l'axe vraiment que veulent les Français, l'axe politique, le barycentre politique des Français. Les Français attendent nos solutions, attendent nos propositions. Merci Bruno Retailleau, merci d'avoir été l'invité de la grande interview. Bonne journée et à bientôt. Merci Bruno Retailleau, merci Sonia Mabrouk.